Pour comprendre l'horreur qui a pris racine au séminaire Saint-Augustin entre 1787 et 1823, il faut d'abord accepter que la cruauté ne connaît aucune frontière et que les familles les plus respectables de Paris, de Londres ou de Richmond cachent souvent des monstres derrière leurs portraits à l'huile. Pendant plus de 3 décennies, 247 jeunes hommes issus de l'élite mondiale ont franchi les portes de cette institution nichée dans les bois de Virginie, attirés par la promesse d'une discipline religieuse capable de redresser les héritiers les plus indociles, mais aucun n'est jamais rentré pour réclamer son héritage. Ce que le monde ignorait et ce que des documents découverts en 1998 lors de rénovations ont enfin révélé, c'est que le père Edmund Sterling n'était pas un homme d'église, mais le cerveau d'une opération d'extorsion et d'espionnage transatlantique qui utilisait la foi comme un instrument de torture psychologique. Edmund Sterling, né en 1751 au sein d'une famille de marchands dont la fortune était liée aux réseaux les plus sombres du commerce colonial, possédait un talent terrifiant pour déceler les failles de l'âme humaine et transformer les secrets de famille en chaînes invisibles. Le séminaire, construit en 1786 sur un domaine isolé, offrait un cadre de légitimité trompeur, avec ses bâtiments gothiques et sa bibliothèque érudite. Mais derrière ces murs de pierre, Sterling orchestrait ce qu'il appelait secrètement l'arrangement de Virginie, un système où les fils encombrants devenaient des otages permanents. Ces jeunes gens étaient envoyés là par des parents désespérés de cacher des scandales, des fraudes maritimes à Marseille, des liaisons interdites à Londres ou des trafics d'esclaves illégaux à Charleston. Chaque inscription s'accompagnait de frais exorbitants de 50 livres sterling, une somme colossale pour l'époque, qui ne servait qu'à financer une prison dorée où la résistance était brisée par l'administration méthodique de laudanum et d'autres opiacés. L'influence des Sterling était si vaste que même les autorités préféraient fermer les yeux, tandis que le père Sterling documentait chaque confession sous influence dans son cabinet de la Tour, créant des dossiers qui pouvaient anéantir des dynasties entières sur 2 continents. Le premier signe de cette corruption systémique apparut en 1789 avec l'affaire Jonathan Whitmore, fils d'un magnat de transport maritime qui avait découvert que les cales de son père transportaient des marchandises bien plus illicites que le tabac. Lorsque son majordome, Thomas Hartwell, fut envoyé pour enquêter sur l'absence de nouvelles, il découvrit des jeunes gens au regard vide, se déplaçant avec une uniformité spectrale dans la chapelle, agissant comme des automates dépourvus de toute volonté propre. Ce que Hartwell ne comprit pas immédiatement, c'est que Sterling ne se contentait pas de droguer ses élèves, il les transformait en source de renseignements pour les services secrets britanniques, faisant du séminaire un nid d'espions au cœur des nouvelles colonies américaines. Chaque secret extorqué était une arme utilisée pour manipuler les marchés financiers de Londres ou les décisions politiques en Virginie, créant un réseau de chantage mutuel qui liait les familles les plus puissantes au destin funeste du séminaire. Sterling jouait sur la honte des parents. Exiger le retour d'un fils signifiait risquer l'exposition publique des crimes qui avaient mené à son enfermement. Ainsi, le silence s'achetait par des paiements de plus en plus lourds, transformant une éducation religieuse en une taxe de survie pour la réputation aristocratique. En 1793, le système était si rodé qu'il fallait moins de 8 mois pour qu'un jeune homme brillant et rebelle ne devienne qu'une ombre docile, incapable de se souvenir de son propre passé ou du nom de son chien d'enfance. C'est dans ce climat de paranoïa et de luxe occulte que commença l'ascension de la maison Sterling, une puissance bâtie sur la destruction systématique de la jeunesse et de la vérité, dont les ramifications s'étendaient bien au-delà des côtes américaines, touchant chaque port où le nom Sterling était murmuré avec une crainte révérentielle. Si vous ressentez déjà le froid de cette manipulation historique, sachez que ce n'est que le début d'une descente dans les abîmes de l'cupidité humaine, car les secrets les plus sombres étaient encore enfouis sous les fondations de calcaire du séminaire, là où les prières ne parviennent jamais. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite de cette enquête sur l'horreur de Saint-Augustin et de partager ce récit avec ceux qui osent regarder en face la noirceur du passé. Nous reviendrons bientôt pour découvrir comment un simple soupçon a fini par faire trembler les fondements de la société coloniale tout entière. L'atmosphère au sein du séminaire Saint-Augustin s'épaississait à mesure que l'influence du père Sterling s'étendait sur les capitales européennes,
transformant une simple institution de Virginie en un carrefour névralgique du chantage international. En 1796, l'arrivée de Charles Randolph marqua un tournant décisif dans l'horreur des méthodes employées, car ce jeune homme n'était pas seulement un héritier rebelle, il était le témoin oculaire des réseaux de contrebande et de traite illégale qui liaient sa famille aux ports français et britanniques. Edmund Sterling, avec une précision chirurgicale, commença alors à appliquer ce qu'il appelait le traitement de neutralisation, une alternance de privation sensorielle et d'administration de drogues sophistiquées qui effaçait la volonté individuelle pour la remplacer par une loyauté programmée. Les rapports médicaux secrets, retrouvés bien plus tard, indiquent que les doses d'opiacés étaient désormais mélangées à des alcaloïdes importés clandestinement, visant à créer une dépendance telle que les étudiants ne pouvaient plus fonctionner sans l'approbation du père Sterling. Thomas Jefferson Randolph, le frère cadet de Charles, fut le premier à percer le vernis de cette perfection apparente lorsqu'il constata que Charles, lors d'une entrevue surveillée, ne manifestait aucune émotion à l'évocation de souvenirs d'enfance partagés en Europe, ses yeux restant fixes et ses pupilles dilatées malgré la lumière crue de la salle de visite. Cette déshumanisation n'était pas un accident, mais l'objectif même de Sterling, qui vendait désormais les services de ces jeunes hommes reconditionnés à des puissances étrangères, les préparant à devenir des agents d'influence infiltrés dans leur propre famille à leur sortie supposée. Parallèlement, le coût de cette éducation ne cessait de croître, passant de simples frais de scolarité à des rançons déguisées en dons pour des œuvres pieuses, ponctionnant les fortunes des Randolph, des Carter et des Byrd jusqu'à l'asphyxie financière. Sterling utilisait la tour du séminaire comme une chambre noire, où il développait les preuves de la corruption des élites, menaçant de révéler des documents compromettants aux autorités fédérales si les paiements n'étaient pas honorés à temps. L'enquête de Thomas Jefferson Randolph le mena dans les bas-fonds de Richmond et de Norfolk, où il découvrit que les fournitures livrées au séminaire comprenaient des chaînes en fer forgé et des instruments chirurgicaux qui n'avaient rien de théologique. C'est à cette époque que Martha Henley, dont le mari médecin avait péri après avoir refusé de continuer à assister Sterling dans ses expérimentations chimiques, contacta Thomas pour lui livrer les dernières notes de son époux. Ces documents décrivaient des interventions spirituelles qui consistaient en réalité à pratiquer des saignées et des intoxications contrôlées pour simuler des maladies mortelles chez les étudiants les plus récalcitrants. La vérité sur la disparition des 247 étudiants commençait à poindre. Ceux qui ne pouvaient être brisés étaient éliminés et enterrés dans les bois alentours, leurs décès étant signalés aux familles comme des cas de phthisie ou de mélancolie religieuse foudroyante. La pression montait alors que Sterling, sentant l'étau se resserrer, décida d'accélérer le processus pour Charles Randolph, prévoyant sa mort naturelle pour la fin du printemps 1799 afin d'éviter que Thomas ne puisse accumuler davantage de preuves. Le réseau d'espionnage de Sterling avait désormais des ramifications si profondes que même les lettres de Thomas étaient interceptées, l'obligeant à utiliser des codes maritimes pour communiquer avec ses alliés. L'horreur atteignit son paroxysme lorsque Thomas découvrit que les British Intelligence Services finançaient directement une partie des infrastructures souterraines du séminaire, voyant en Saint-Augustin un outil parfait pour maintenir une emprise occulte sur les futures élites de la jeune nation américaine. Chaque pierre ajoutée aux fondations du séminaire était un pas de plus vers une tyrannie invisible où la foi servait de masque à la trahison la plus abjecte. Thomas comprit que pour sauver son frère et les autres captifs, il devait déclencher une tempête qui détruirait non seulement Sterling, mais aussi la réputation de sa propre famille, car la vérité était l'antidote au chantage de la maison Sterling. Les préparatifs de l'assaut final se firent dans un secret absolu, impliquant une petite milice de citoyens ayant eux aussi tout à perdre, unis par une haine commune d'un homme qui avait osé transformer le sacré en un instrument de mort.
Dans l'ombre des collines de Virginie, le destin de Charles et de dizaines d'autres jeunes hommes ne tenait plus qu'à un fil, alors que les lampes à huile brûlaient tard dans le bureau du père Sterling, où celui-ci finalisait les ordres d'exécution pour la liste en attente de résolution. Le silence de la forêt était trompeur, cachant une armée prête à révéler au monde que le sanctuaire de Saint-Augustin était en réalité le cœur d'une obscurité sans nom qui menaçait d'engloutir l'avenir même de la société coloniale. L'approche de la fin du printemps 1799 marqua l'heure du jugement pour le père Sterling. Alors que l'opération de sauvetage menée par Thomas Jefferson Randolph s'infiltrait dans les recoins les plus putrides du séminaire Saint-Augustin, révélant une architecture de la terreur bien plus complexe que ce que les rumeurs laissaient présager. Ce que les libérateurs découvrirent dans les profondeurs de la roche calcaire, au-delà des caves à vin et des réserves de grains, dépassait les pires cauchemars de la société coloniale. Une véritable cité souterraine composée de salles d'opération clandestines où la science médicale naissante était pervertie pour asservir l'esprit humain. Charles Randolph fut retrouvé dans une cellule humide, plongé dans un état de sédation si profond qu'il semblait déjà appartenir au monde des morts. Son corps affaibli par un empoisonnement méthodique à base de datura et d'extrait de pavot. Une mixture destinée à simuler une consomption fatale tout en effaçant les derniers vestiges de sa mémoire. À ses côtés, les archives personnelles de Sterling, reliées en cuir humain selon certaines rumeurs persistantes, révélaient une trahison d'une ampleur géopolitique sans précédent, prouvant que le séminaire n'était qu'un maillon d'une vaste chaîne d'espionnage transatlantique au profit de la couronne britannique et d'intérêts financiers obscurs basés à Londres et à Paris. Chaque secret de famille extorqué sous la torture ou la drogue, chaque aveu de corruption maritime, de fraude fiscale ou de trafic illégal n'avait servi qu'à construire un réseau de chantage capable de paralyser les institutions de la jeune République américaine naissante. Le père Sterling, acculé par Thomas au milieu de ses dossiers compromettants et de ses fioles de poison, ne montra aucun remords, affichant au contraire un sourire glacial et ricanant devant l'ironie du sort. Il expliqua avec une arrogance diabolique que pour exposer ces crimes au grand jour, les familles les plus prestigieuses de l'élite devaient accepter de détruire leur propre honneur, de brûler leur blason et de faire face à une ruine financière et sociale totale. C'était là son ultime mécanisme de défense, une assurance mutuelle de destruction où la peur du scandale public protégerait son empire occulte à jamais contre toute tentative de justice. Mais le sacrifice de Thomas Jefferson Randolph fut total et héroïque. Ayant compris que le silence était l'aliment du monstre, il avait déjà secrètement rallié 17 autres lignées puissantes, les convainquant de confesser volontairement leurs péchés commerciaux et politiques devant un tribunal d'exception pour briser définitivement l'influence toxique de la maison Sterling. Le 18 mai 1799, le raid de la milice coloniale, soutenu par des hommes ayant tout perdu, mit fin au règne de terreur, transformant le sanctuaire en un champ de bataille où les cris des opprimés couvraient enfin les chants liturgiques hypocrites. En fouillant les jardins et les sous-bois du domaine, les autorités mirent au jour 23 tombes anonymes, les restes mutilés de jeunes hommes qui avaient préféré la mort par inanition ou le suicide à la soumission chimique et spirituelle imposée par Sterling. La chute du séminaire provoqua une onde de choc qui traversa l'Atlantique, forçant les gouvernements européens à réévaluer la sécurité de leurs propres institutions éducatives et à traquer les agents dormants formés dans cette académie du vice. Charles Randolph, bien que physiquement sauvé des griffes du père Sterling, resta une ombre de lui-même, un spectre hantant les couloirs de sa demeure familiale, son esprit à jamais fragmenté par les électrochocs primitifs et les traitements inhumains subis dans les geôles souterraines. Quant à Edmund Sterling, il s'évapora dans les brumes épaisses de la forêt de Virginie quelques minutes avant que les portes de son bureau ne soient enfoncées, laissant derrière lui une légende noire, des coffres vides et des soupçons de fuite vers les ports de la Jamaïque ou de l'Angleterre sous une fausse identité. Le séminaire Saint-Augustin fut alors abandonné aux éléments, devenant une ruine maudite que les habitants de la région évitaient soigneusement, jurant que lors des nuits sans lune, on pouvait encore entendre les échos des prières forcées et le tintement des chaînes résonner dans les couloirs vides et froids.
Ce ne fut qu'en 1847, lors de travaux d'aménagement, que de nouvelles découvertes prouvaient que l'arrangement de Virginie n'était que la phase initiale d'un plan encore plus vaste de contrôle mental global, suggérant que d'autres institutions similaires, sous d'autres noms et d'autres cultes, auraient pu exister et prospérer à travers le globe, de la Russie tsariste aux colonies françaises d'Indochine. Cette affaire demeure aujourd'hui encore le témoignage le plus glaçant de la capacité humaine à sacrifier ses propres enfants sur l'autel de la respectabilité sociale, du pouvoir politique et de la fortune matérielle, prouvant que les monstres les plus dangereux ne sont pas ceux que l'on enferme, mais ceux qui détiennent les clés de nos secrets les plus intimes. La noirceur de Saint-Augustin ne s'est jamais vraiment éteinte avec la disparition de son fondateur. Elle s'est simplement muée dans une forme plus subtile et moderne de manipulation, rappelant à chaque génération que la liberté et la vérité exigent parfois le sacrifice de tout ce que nous tenons pour sacré, incluant notre propre réputation. Si vous marchez aujourd'hui près de ces collines, vous sentirez peut-être encore le poids de tous ces secrets qui attendent d'être exhumés, car la terre de Virginie n'a pas encore rendu tous les corps ni toutes les vérités sur ce que fut réellement l'empire de la maison Sterling. La destruction physique du séminaire Saint-Augustin en 1799 ne fut pas, comme beaucoup l'espéraient, la fin de l'influence de la famille Sterling, mais plutôt le début d'une métamorphose virulente de leur système de chantage, qui commença à se propager à travers les ports de l'Europe napoléonienne et les salons feutrés de la Restauration. Alors que les décombres fumaient encore en Virginie, des rapports secrets de la police impériale française commencèrent à mentionner l'apparition de documents d'une nature troublante, circulant sous le manteau dans les cercles de la haute finance parisienne, reprenant exactement les méthodes de codage et d'extorsion mises au point par Edmund Sterling dans ses laboratoires souterrains. Thomas Jefferson Randolph, malgré le traumatisme de son frère Charles, qui dépérissait chaque jour un peu plus dans leur domaine familial, consacra le reste de sa vie à traquer les ramifications de ce réseau, découvrant que Sterling n'était pas qu'un simple criminel opportuniste, mais le fondateur d'une véritable confrérie de l'ombre dont les membres s'appelaient les gardiens du silence. En explorant les archives scellées de la bibliothèque de Richmond après le raid, Thomas mit la main sur une série de cartes maritimes indéchiffrables qui liaient Saint-Augustin non seulement à Londres, mais aussi à des monastères isolés dans les Pyrénées et à des cliniques privées en Bavière, suggérant que le séminaire n'était que le prototype d'une franchise mondiale de l'asservissement humain. L'horreur prit une dimension nouvelle lorsqu'on découvrit que les étudiants n'étaient pas les seules victimes. Des dizaines de jeunes filles de la noblesse européenne, officiellement envoyées dans des couvents pour parfaire leur éducation, avaient en réalité été redirigées vers des institutions satellites, gérées par des associés de Sterling, utilisant les mêmes protocoles de soumission chimique et de destruction de la personnalité. À Paris, en 1810, un scandale éclata lorsqu'un diplomate de haut rang se suicida après avoir reçu une lettre cachetée du sceau des Sterling, contenant des détails précis sur une trahison politique commise 20 ans plus tôt, prouvant que les dossiers de la tour de Virginie avaient été dupliqués et mis en sécurité bien avant l'assaut de la milice. La paranoïa s'installa au sommet de l'État, car personne ne savait qui détenait les originaux de ces confessions arrachées sous laudanum, créant un climat de suspicion où chaque décision politique semblait dictée par la peur d'une révélation posthume d'Edmund Sterling. On racontait que Sterling lui-même avait été aperçu à Vienne lors du congrès de 1815, agissant comme une éminence grise pour des puissances cherchant à redessiner la carte de l'Europe en utilisant les leviers de chantage accumulés pendant 30 ans. Pendant ce temps, les ruines du séminaire en Virginie devenaient le théâtre de phénomènes inexplicables. Des chasseurs de trésors et des curieux qui s'aventuraient dans les souterrains n'en ressortaient pas ou revenaient frappés d'une amnésie totale, présentant les mêmes symptômes neurologiques que les anciens pensionnaires de Sterling. Les documents retrouvés en 1847 lors du rachat du terrain par un consortium industriel révélèrent une vérité encore plus sombre. Sterling avait commencé des expériences sur la transmission héréditaire de la docilité, cherchant à créer des lignées de serviteurs parfaits dont la volonté serait brisée dès la naissance par des stimuli sensoriels spécifiques. Cette révélation glaçante suggère que l'influence des Sterling ne s'est pas arrêtée à la génération de 1787, mais qu'elle s'est infiltrée dans le patrimoine génétique de certaines familles de l'élite, créant des agents dormants biologiques dont l'activation dépendait de codes sonores ou visuels transmis secrètement.
La découverte d'une correspondance entre Sterling et un médecin suisse spécialisé dans les troubles mentaux prouvait que le séminaire servait aussi de centre de test pour des prototypes de camisoles de force psychiatriques, préfigurant les pires dérives de la psychiatrie moderne. Chaque page de ces registres exhumés dégoulinait d'un mépris total pour la condition humaine, traitant les héritiers des plus grandes fortunes comme du bétail dont on extrayait la moelle informationnelle avant de les rejeter dans l'oubli. Thomas Randolph, avant de mourir dans des circonstances mystérieuses en 1825, laissa derrière lui un journal crypté où il affirmait que la maison Sterling avait infiltré les loges maçonniques et les ordres religieux les plus respectés, transformant la quête de spiritualité en un piège mortel pour les âmes en quête de sens. La légende veut que le trésor de Sterling ne consistait pas en or ou en joyaux, mais en une immense collection de plaques photographiques primitives et de cylindres de cire contenant les voix des captifs en train de supplier pour leur vie, des preuves irréfutables destinées à maintenir l'humanité sous le joug de la honte éternelle. Si vous écoutez attentivement le vent souffler dans les collines de Virginie, vous pourriez presque entendre le murmure de ces voix perdues, ces 247 destins brisés qui réclament justice depuis les limbes de l'histoire, alors que les descendants des Sterling continuent de prospérer dans l'anonymat des hautes sphères de la finance internationale. La menace n'est pas passée, elle s'est simplement rendue invisible, se nourrissant du silence complice de ceux qui préfèrent ignorer le prix de leur confort social. Cette quatrième partie du récit nous montre que l'ombre de Saint-Augustin s'étend bien au-delà des murs de pierre et du temps, nous rappelant que les secrets les plus anciens sont souvent les plus fertiles en horreurs nouvelles, et que la vigilance est le seul rempart contre le retour des méthodes de Sterling sous de nouveaux visages plus séduisants. N'oubliez pas que chaque institution qui promet la perfection par l'isolement cache peut-être en son sein un successeur d'Edmund Sterling, prêt à transformer votre héritage en votre plus grande prison. Nous approchons maintenant du cœur du mystère, là où la frontière entre la raison et la folie s'efface totalement, révélant la véritable destination finale des âmes perdues de Virginie. L'expansion du réseau occulte de la maison Sterling ne s'est pas arrêtée aux frontières de l'Europe continentale, car vers 1830, une nouvelle phase de l'opération fut identifiée sous le nom de « le Code des disparus », une stratégie de manipulation psychologique qui commença à infiltrer les académies militaires et les écoles navales de la France et de l'Empire britannique. Les archives découvertes par les descendants des familles victimes, cachées dans les doubles fonds d'une malle diplomatique à destination de Saint-Pétersbourg, ont révélé que le père Sterling, bien que présumé mort ou en fuite, continuait de diriger ses pions à travers une correspondance codée utilisant des versets bibliques détournés. Cette méthode permettait de transmettre des ordres d'extorsion à des agents infiltrés dans les préfectures de police de Paris, où l'on soupçonnait déjà que certains fonctionnaires étaient d'anciens pensionnaires du séminaire de Virginie, renvoyés en Europe après avoir été réinitialisés chimiquement pour servir les intérêts de la confrérie. L'horreur monta d'un cran lorsqu'en 1835, lors de la démolition d'un ancien entrepôt sur les quais de Bordeaux, on découvrit une chambre forte contenant des bocaux de verre préservant des spécimens anatomiques humains, chacun étiqueté avec le nom d'un étudiant disparu de Saint-Augustin, suggérant que Sterling et ses associés pratiquaient une forme primitive et macabre de phrénologie pour isoler les zones du cerveau responsables de la désobéissance. Ces découvertes macabres liaient directement la fortune des Sterling à des expériences menées sur des sujets vivants dans des laboratoires secrets situés au cœur même de la civilisation européenne, prouvant que le séminaire de Virginie n'était que le fournisseur de matières premières humaines pour une élite scientifique corrompue. À cette époque, le système de chantage s'était automatisé. Des offices de réputation furent créés dans plusieurs capitales, agissant comme des banques privées, mais dont la monnaie d'échange n'était pas l'or, mais des dossiers de compromission capables de renverser des ministères entiers. On raconte qu'en 1842, le roi Louis-Philippe lui-même reçut d'une menace voilée provenant d'une officine liée au Sterling, lui rappelant les circonstances troubles de l'acquisition de certains domaines royaux durant la Révolution. La peur était devenue l'instrument de gouvernance ultime, et le nom de Sterling, autrefois synonyme de piété religieuse, était devenu un mot de passe murmuré dans les couloirs du Vatican et les loges de haute maçonnerie
pour désigner ceux qui possédaient le droit de vie et de mort sociale. Les survivants de l'assaut de 1799, comme Charles Randolph, étaient devenus des parias ou des prophètes de malheur, vivant dans l'ombre de leur propre famille, qui préféraient les considérer comme fous plutôt que d'admettre la vérité sur leur propre complicité dans l'horreur. Thomas Jefferson Randolph, avant sa disparition, avait accumulé des preuves que la maison Sterling finançait désormais des mouvements révolutionnaires et des contre-révolutions simultanément, se nourrissant du chaos pour effacer les traces de ses anciens crimes et pour en commettre de nouveaux sous couvert de troubles civils. En 1848, lors du Printemps des Papes, plusieurs archives compromettantes furent brûlées lors de l'incendie de ministères à travers l'Europe, un acte que beaucoup attribuèrent à des agents des Sterling cherchant à purifier leur registre de chantage. Cependant, les révélations de 1847 en Virginie avaient déjà ouvert une brèche. La découverte de tunnels reliant le séminaire à la rivière James prouva que l'exportation de captifs et de documents se faisait de nuit, par des navires sans pavillon, vers des destinations inconnues dans les Caraïbes ou en Afrique du Nord. Ce système de logistique secrète expliquait comment 247 étudiants avaient pu disparaître sans laisser de traces physiques majeures. Ils étaient devenus une marchandise de luxe, échangée entre puissants pour leur connaissance ou leur lignée. Les documents retrouvés dans ces tunnels contenaient des diagrammes de contrôle mental utilisant des fréquences sonores produites par des orgues d'église modifiés, une technique que Sterling appelait l'harmonie de l'obéissance. Cette 5e partie nous plonge dans l'ère de l'industrialisation du secret, où la technologie naissante était mise au service d'une tyrannie psychologique sans précédent. On découvrit que des familles de la noblesse française avaient payé des sommes astronomiques pour que leur fils soit soigné à Saint-Augustin, croyant à une cure de moralité, alors qu'ils finançaient la destruction de leur propre descendance. La perversion de Sterling consistait à transformer l'amour paternel et le devoir familial en armes de destruction massive, créant un cycle de culpabilité dont aucune fortune ne pouvait racheter l'issue. Les échos de cette manipulation se font encore sentir dans les structures de pouvoir contemporaines où l'on soupçonne que certaines méthodes de recrutement de l'élite moderne puisent leurs racines dans les protocoles de la maison Sterling. La vérité sur ce qui se passait réellement lors des « nuits de prière » dans la tour du séminaire commence seulement à être comprise. Il ne s'agissait pas de religion, mais d'une tentative de réécrire l'âme humaine pour la rendre parfaitement prévisible et docile. Si vous pensez que cette histoire appartient à un passé révolu, détrompez-vous, car les archives Sterling ont été dispersées et non détruites, et chaque génération voit réapparaître une nouvelle forme de ce séminaire maudit sous des noms plus modernes et des promesses plus séduisantes. Nous nous approchons maintenant de la conclusion de cette épopée sanglante, là où les derniers secrets de la maison Sterling seront enfin mis à nu, révélant la destination finale de ceux qui ont osé défier l'ordre établi par le père Sterling et le prix qu'ils ont dû payer pour leur liberté. L'épilogue de cette macabre épopée se dessine dans les années qui précédèrent 1950, une époque où les derniers échos de la maison Sterling semblaient s'éteindre sous le poids de la modernité, alors qu'en réalité, leur venin s'était infiltré dans les fondations mêmes des structures de pouvoir contemporaines. En 1947, un siècle après la découverte fortuite des chambres souterraines supplémentaires en Virginie, une équipe d'archéologues et d'archivistes travaillant secrètement pour le compte d'une organisation internationale de renseignement entreprit d'explorer les niveaux les plus profonds du séminaire Saint-Augustin, là où même la milice de 1799 n'avait pas osé s'aventurer. Ce qu'ils découvrirent ne fut pas seulement des ossements ou des registres de chantage, mais une véritable bibliothèque de l'âme humaine, composée de milliers de dossiers s'étalant sur plus de 150 ans, prouvant que l'organisation fondée par Edmond Sterling avait survécu à sa disparition en se transformant dans une entité apatride et invisible. Les documents de 1847 n'étaient que la partie émergée d'un système de gestion de l'infamie, révélant que Sterling avait réussi l'impensable, automatiser la trahison familiale pour en faire une ressource inépuisable.
Les rapports de cette dernière expédition mentionnent la découverte d'un coffre scellé contenant une liste de noms codés s'étendant jusqu'aux années 1940, incluant des figures de proue de la politique européenne, des industriels américains et des dignitaires de l'Église, tous liés par des dettes de sang héritées de leurs ancêtres. On comprit alors que le séminaire n'avait jamais cessé de fonctionner, il avait simplement changé de forme, délaissant les murs de pierre de Virginie pour des cliniques de luxe en Suisse et des instituts de rééducation psychologique à travers le monde, où les mêmes méthodes de soumission chimique et de manipulation mentale étaient désormais pratiquées avec une précision scientifique effrayante. La figure du père Sterling était devenue un mythe, un spectre dont le nom servait de rappel constant à l'élite. Personne n'échappe à son passé, surtout quand celui-ci est documenté avec une malveillance aussi méthodique. L'horreur finale fut la découverte, dans une crypte scellée sous l'autel de la chapelle en ruine, d'un journal intime rédigé par un descendant direct d'Edmond Sterling, daté de 1948, affirmant que la lignée Sterling s'était fondue dans les familles qu'elle avait autrefois brisées, créant une aristocratie de l'ombre dont le seul but était la préservation du secret universel. Les 247 étudiants originaux n'étaient que les premiers cobayes d'une expérience à l'échelle mondiale visant à déterminer jusqu'où une société peut tolérer la cruauté au nom de la respectabilité. En 1998, lorsque les derniers ouvriers ont mis au jour les restes de cette opération massive, ils n'ont fait que confirmer ce que les initiés savaient déjà. Le séminaire de Virginie était le berceau d'une nouvelle forme de tyrannie, une tyrannie qui ne s'appuie pas sur la force, mais sur la culpabilité et la honte partagée. L'histoire des Sterling nous enseigne que lorsque les liens familiaux sont sacrifiés sur l'autel de la réputation, on crée une vulnérabilité que le mal s'empressera toujours d'exploiter. Les ruines de Saint-Augustin sont peut-être aujourd'hui recouvertes par le béton des banlieues modernes, mais sous chaque fondation, dans chaque archive poussiéreuse et dans chaque secret de famille jalousement gardé, l'ombre d'Edmond Sterling continue de planer, rappelant que la noirceur de la cupidité humaine n'a pas de fin, seulement de nouveaux départs. Que cette histoire soit pour vous un avertissement. Les institutions qui promettent de racheter vos fautes dans l'ombre sont souvent celles qui vous enchaîneront à jamais, car dans le monde des Sterling, le pardon n'existe pas, seule existe la dette éternelle d'une âme vendue au silence. Si vous avez suivi ce récit jusqu'à sa conclusion, vous savez désormais que le véritable horreur n'est pas ce qui se cache dans les bois de Virginie, mais ce qui se cache dans le silence complice de ceux qui détiennent le pouvoir. N'oubliez jamais que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est le seul rempart contre l'obscurité qui cherche à nous transformer en ombre sans volonté, tout comme ces jeunes hommes de 1787 qui ne sont jamais vraiment rentrés chez eux, mais dont les cris silencieux résonnent encore dans les couloirs du temps pour ceux qui ont le courage d'écouter. C'était l'histoire de la maison Sterling, un voyage au bout de la trahison humaine dont les racines s'étendent encore sous nos pieds, attendant patiemment que le monde oublie pour pouvoir frapper encore.